Bonjour à tous et bienvenue. Notre invité du jour est multicarte, chroniqueur culturel, journaliste, auteur, entrepreneur, figure de la jet set. J'en oublie certainement. Il est un peu moins présent dans les médias qu'à une époque. Il va nous en parler. Bonjour Emmanuel Debrandt. Oui, bonjour, chers auditeurs de Logos FM. De l'Auvergne, voilà. Vous êtes issu, Emmanuel, d'une famille prestigieuse. Est-ce que ça a conditionné ce parcours multicarte et votre curiosité pour plein de sujets? Non, je pense que ça vient plus de mon environnement culturel initial qui était New York et le foisonnement culturel qui avait cours là-bas dans les années 60 et 70. Et en arrivant en France, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins diversifié et moderne. Et je me suis attaché à ça toute ma vie en France, oui, à promouvoir la modernité et la diversification culturelle. Donc, quel était votre objectif en vous lançant dans des études de droit et de sciences politiques? Vous aviez un but précis ou... Oh, ça, c'était, je dirais, le cadre général quand on se cherche encore. Oui. Le droit, ça peut jamais nuire. La science C'est politique, sûr. disons que j'avais une famille qui était déjà dans la politique, donc ça m'intéressait d'en savoir un peu plus. Et puis ensuite, je me suis affiné dans mes études vers un troisième cycle d'information et de communication. Et c'est à ce moment-là que le pressentiment que j'avais que je pouvais être un homme de communication de manière successful, c'était peut-être ça pour moi en fait. Et voilà, ça s'est concrétisé. Depuis 1998, vous avez collaboré à de nombreux médias. Parmi toutes ces collaborations, est-ce qu'il y en a qui ont été un peu plus importantes pour vous? Ah, clairement, il y en a trois, je crois, ou quatre. La première, c'était la toute première, le Quotidien de Paris. J'ai quitté mes études et après un mois de vacances, j'ai été intégré au Quotidien de Paris parce que mon stage est devenu un emploi. Et j'ai fait toute ma formation auprès de Philippe Tesson et des brillantes plumes qui avaient leur rond de serviette à la salle de rédaction pendant 5 ans. Après, je me suis envolé de mes propres ailes en travaillant pour plusieurs personnes, ayant compris que la carrière, je dirais, verticale, où on grimpe les échelons les uns après les autres dans un organe de presse, c'était pas pour moi. Donc j'ai plutôt privilégié la carrière horizontale en multipliant les collaborations dans la presse écrite, la presse radio, la presse télé. Il n'y avait pas encore la presse internet, mais je suis certain que j'aurais plongé à pieds joints. Et parmi les collaborations, il y avait évidemment Vogue, où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans comme social editor, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire l'homme de toutes les mondanités, de toutes les connexions mondaines, pour pouvoir faire avancer des sujets, pour créer des shootings dans des demeures privées, etc. Et puis, ça a duré 10 ans, mais en parallèle, j'ai travaillé avec des gens comme Jean-Luc Delarue, que j'aimais beaucoup, qui avait une créativité formidable et qui donnait sa chance aux jeunes à l'âge où mes camarades étaient encore en train de ramer dans des boîtes qui ne les reconnaissaient pas. J'avais droit à un créneau horaire 19-20 heures avant le journal télévisé du dimanche soir sur France 2, où Delarue nous envoyait faire un reportage et ensuite défendre notre reportage. Oui, on s'en souvient, oui. Devant la caméra. Mais ça y est, j'étais auprès de tous mes camarades, celui qui avait réussi le plus tôt. Et puis, je dirais qu'une troisième collaboration qui a été importante, c'est Radio Nova, où j'ai fait la grosse boule avec Ariel Wiesman et Édouard Baird, et on s'est marré comme des brutes. C'est sûr. Et puis ensuite, j'ai fait 3 années en solo, parce
parce que Jean-François Bizot m'avait demandé je dirais, de redresser l'antenne qui avait été un peu malmenée par un incident et voilà. Et donc j'ai fait mon travail pendant 3 ans. Ça a permis de faire revenir les annonceurs et de remettre un peu d'oxygène dans les tuyaux. C'est bien ça pour une radio. Donc au début des années 2000, il y a eu le cinéma aussi avec Fabien Otteniente. Vous étiez la co-scénariste de Jet Set, People et puis acteur dans les films. Vous étiez tout désigné, non, avec votre connaissance du milieu de la Jet Set? Oui, ça c'est certain qu'il ne pouvait pas tomber sur quelqu'un, un fruit plus mûr, et s'il ne l'avait pas cueilli, je pense que le film n'aurait pas été le même, ça c'est certain. Ouais. Mais au départ, il voulait pas de moi parce qu'en fait j'étais le sujet du film, et donc il a vu tous les autres, mes concurrents, Agathe Godard, Stéphane Bern, Michel Stouvenot, tous ceux qui faisaient le même métier que moi, il les a rencontrés pour gratter de la matière pour faire un film, mais il ne voulait pas de moi parce que alors je lui ai un peu forcé la main. Ah d'accord. Oui, j'ai créé une situation dans laquelle il s'est engouffré, et une fois que le charme avait opéré, on est devenus inséparables. Super. Il y a eu aussi un peu des épisodes de télé-réalité, alors guest dans la ferme des célébrités, Pékin Express aussi, c'était des bonnes expériences? Oui, c'était des bonnes expériences. La ferme célébrité, j'y suis allé comme guest pendant une semaine pour rebooster le moral de ces pauvres brebis galeuses. Et je le faisais dans le but d'écrire un livre, mais j'étais tellement dégoûté par l'expérience que je suis resté assez documentaire dans le roman. J'aurais dû être plus trash. Et puis le Pékin Express qu'on a fait pour l'association Action Innocence, ça a rapporté des sous à l'association, donc c'était le but. Oui. Et je me suis beaucoup amusé avec mon camarade Albert de Paname. On n'en avait en fait rien à fiche de gagner, mais on voulait faire le spectacle, et je crois que les spectateurs nous ont remerciés, ainsi que la chaîne. Les audiences étaient records. Oui, c'est sûr. De 2007 à 2010, vous êtes occupé d'une galerie d'art parisienne, donc le Studio 55. C'est quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps? J'étais marié avec une jeune femme qui était passionnée de street art. Moi, ça me rappelait ma jeunesse à New York, avec le début du graffiti sur les métros. On voyait passer les grosses lettres en police de caractère bulle comme ça sur les rames de métro aérien. C'était tout nouveau, ça n'existait pas avant. On était complètement sidérés en tant qu'enfants, et j'avais mis tout ça de côté. Et puis ma femme m'a donné le goût de reprendre l'initiative. On a créé cette galerie ensemble. Je l'ai tenue après la séparation quelques années supplémentaires, et ça m'a permis de rencontrer des gens de très très grande qualité comme JR, l'Atlas, Zeus, Space Invader, Monsieur Chat, Dran et quelques autres qui m'ont ouvert l'esprit sur le système Z, qui n'est pas le système D. C'est encore plus radical quand on a 0 flèche et 0 moyen et 0 perspective. Comment arriver à accomplir le maximum? C'est devenu un mode opératoire chez moi. Emmanuel Debrand, parlez-nous un peu de votre nouvelle vie. Elle s'inscrit donc dans la vie politique locale et le milieu associatif, c'est ça? Oui, je suis assez impliqué dans le milieu associatif. Je préside une association qui s'appelle... Alors c'est un grand nom, c'est l'association pour la promotion de l'excellence française, pour laquelle on organise quelques événements réguliers, le prochain étant en septembre du 10 au 12, un rallye automobile très original qui part de la place Vendôme et qui arrive à la ville de Vendôme. Donc on fait le Vendôme 80, entièrement en tenue années 80, avec l'ambiance années 80, des voitures années 80, des concerts années 80, etc. Voilà, donc ça c'est une des choses qu'on organise avec cette association, et puis d'autres événements. Et puis j'ai une autre association qui s'appelle Loire en Festival, qui organise un festival de musique dans la région entre le Loir et la Loire, où j'habite désormais. Et
et puis je dois en oublier, il y a les ermites patrimoine qui s'occupent du patrimoine de mon petit village où je suis adjoint au maire et où je fais avancer pas mal de projets. Ah, mais ça doit être exaltant donc, comme casquette. C'est extrêmement exaltant parce que c'est local, circuit court, Oui. C'est tout ce que l'air du temps nous donne comme priorité que j'ai choisi un peu avant. Alors votre oncle Valéry Giscard d'Estaing est une figure de l'Auvergne, de notre région. À l'occasion de son décès, on vous a pas mal interrogé sur lui. Quelle était votre relation avec lui? Oh, c'était une relation pleine de distance, Oui. comme on peut dire, parce que il était d'une intelligence complètement tétanisante et il vous avait jugé en l'espace de 3 secondes. Et ensuite, il vous questionnait de manière extrêmement précise sur quelque chose de pointu qui était dans votre propre domaine. On était sidérés. Moi, quand je lui ai présenté ma première femme, il lui a demandé: alors vous êtes de quelle ethnie de Madagascar? Vous êtes Merne ou plutôt autre chose? Et en effet, il avait vu juste, elle était Merne. Voilà, mais il fallait le savoir. Oui. Il fallait. Et alors évidemment, après, on n'osait plus trop la ramener. Mais il était passionnant. C'était un homme formidable. Je le vois maintenant quasiment tous les jours, puisqu'au fond, il est enterré dans notre région. Il a épousé une femme de notre région de la Touraine et comme c'est la tradition auvergnate, eh bien on s'installe chez sa femme. Voilà, et donc je le vois régulièrement. J'ai vu d'ailleurs que la stèle sous laquelle il est enterré a finalement été gravée avec son nom et les dates de sa présidence. Eh bien, un grand merci Emmanuel Debrandt d'avoir joué le jeu de l'émission. C'était très agréable comme échange et on vous souhaite un bel été. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur le rallye Le Vendôme 80, vous faites une recherche sur Google. Ça va faire sortir SRO, qui est mon partenaire opérationnel, excellentissime partenaire opérationnel. Parfait, c'est bien noté. Merci encore. À bientôt.